L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona s'est déroulée du 19 septembre au 11 octobre 2019 à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. En la présence des deux suspects, tous les parties et participants à l'affaire ont été appelés à présenter leurs observations orales devant la chambre préliminaire 2, composée du juge-président Antoine Kessia Mbe Mindoua, de la juge Tomoko Akane et du juge Rosario Aitala. En vertu de l'article 61 du Statut de Rome, c'est à l'issue de cette audience que la chambre préliminaire confirmera ou non les charges pour lesquelles les suspects devront comparaître en procès. Le juge-président a expliqué. Notre devoir consiste à déterminer s'il existe des preuves suffisantes pour établir des motifs substantiels de croire que M. Yekatom et Ngaïsona ont commis les crimes qui leur sont reprochés conformément à l'article 61, paragraphe 7 du Statut de Rome. Il est important de réitérer les principes généraux qui vont orienter la tenue de cette audience. Premièrement, et conformément à l'article 66 du Statut de Rome, le principe de la présomption d'innocence sera appliqué. Deuxièmement, la charge de la preuve incombe au procureur. En conséquence, le procureur devra fournir suffisamment d'éléments de preuve pour prouver les charges présentées contre M. Yekatom et Ngaïsona. 111 charges ont été dressées à l'encontre de messieurs Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona. D'après le bureau du procureur, les deux suspects auraient commis en République centrafricaine, dans les années 2013 et 2014, plusieurs crimes contre l'humanité et crimes de guerre impliquant, entre autres, le meurtre, le viol, le déplacement de population, l'enrôlement de jeunes de moins de 15 ans et des attaques de lieux à caractère religieux. En ouverture de ces observations orales, le premier substitut du procureur, maître Kweku Van de Puy, a décrit le contexte dans lequel ces crimes allégués se seraient produits. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge, Patrice Edouard Ngaïsona et Alfred Yekatom sont ici aujourd'hui en raison de leur implication criminelle dans une campagne de violence et de terreur menée contre des civils, incluant des enfants. Une campagne exécutée par les Anti-Balaka entre décembre 2013 et décembre 2014, dans le cadre d'un conflit armé qui a dévasté la République centrafricaine à partir de l'année 2012. Comme le document de notification des charges l'affirme, M. Ngaïsona et M. Yekatom ont conjointement commis, concouru ou apporté toute autre forme d'assistance à la commission des graves crimes poursuivis dans cette affaire qui ont été perpétrés par les Anti-Balaka. M. Yekatom a également commis personnellement certains crimes, a ordonné des crimes ou n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer les crimes commis par ses subordonnés qui étaient sous son commandement et son contrôle effectif. Avant 2012, les musulmans et les chrétiens vivaient paisiblement
ensemble en République centrafricaine. Ils grandissaient ensemble, se mariaient ensemble, étaient voisins, amis, membres des mêmes familles. Les violences chroniques qui avaient affligé le pays pendant des décennies ne les avaient jamais divisés selon les lignes religieuses. Cela a pourtant changé à la fin de l'année 2012. Pour l'accusation, messieurs Yekatom et Ngai Sona auraient participé au conflit armé en RCA en faveur des anti-Balaka et auraient chacun engagé leur responsabilité pénale dans des attaques ciblées contre la population civile musulmane. Patrice Edouard Ngai-Sona, avec d'autres membres du premier cercle de l'ancien président François Bozizé et d'autres, ont participé à un plan commun stratégique au but de reprendre le pouvoir en République centrafricaine, en utilisant des groupes d'autodéfense dont le but était de se venger des musulmans pour les crimes commis par les Séléka, dans le but final de battre le régime des Séléka qui avait pris le pouvoir. Comme ses co-auteurs, ils savaient qu'en galvanisant, en organisant et en dirigeant et en coordonnant ces groupes et en exploitant leur soif de vengeance dans ce but, le seul résultat possible serait un ciblage extrêmement violent de les civils musulmans dans l'ouest de la République centrafricaine et la commission des crimes reprochés. Les éléments de preuve vont démontrer que les contributions de Ngai Sona à ce plan étaient essentielles. Va montrer qu'il a assisté à la commission des crimes et qu'il a joué un rôle critique pour organiser et coordonner le mouvement anti-Balaka, en planifiant les attaques, en obtenant de l'argent, des armes, et en donnant de l'argent, des armes et des munitions, et en approuvant la violence épouvantable qui avait été déchaînée par les anti-Balaka sur les musulmans civils en RCA occidentale. Alfred Yekatom, quant à lui, était un militaire, un officier bien formé. Et il a dirigé des milliers d'éléments dans le but de commettre des attaques importantes aux alentours de Bangui, Edan, Bangui, Bimbo et autres région sud-ouest du clan. Et donc, il a participé à un plan commun subsidiaire appelé le plan commun opérationnel, dont le but était de viser violemment les populations musulmanes civiles dans la région. Les crimes commis par Yekatom et ses éléments font partie de ce plan subsidiaire et peuvent être imputés aux membres du plan commun stratégique. Yekatom a participé à son plan opérationnel avec les membres commandant son groupe, et il a contribué de façon essentielle à tout cela. Son rôle était essentiel. Il a ordonné des crimes et il a aidé à la commission de ces crimes par le truchement de son groupe. Il a planifié des attaques, il a obtenu des armes et des munitions, il a recruté, formé et déployé ses éléments, ses troupes. Il a pris directement part aux hostilités en commandant ses forces sur le terrain et personnellement, il a commis des crimes. En tant que commandant militaire disposant d'un commandement et d'un contrôle effectif sur ces éléments, Yekatom savait très bien qu'ils allaient commettre ou qu'ils étaient en train de commettre des crimes. Et il n'a rien fait pour empêcher ces crimes, pour les réprimer ou pour sanctionner leurs auteurs. Le bureau du procureur a annoncé se reposer sur plus de 1400 éléments de preuve. En présentant leurs arguments à l'encontre des deux suspects, 7 avocats de l'accusation ont tour à tour utilisé certains de ces éléments de preuve. Photos et vidéos ont pu être dévoilées en audience publique. Images d'attaques, de destruction ou encore extraits de reportages ont pu être diffusés. À la fin des observations orales de l'accusation, la Chambre préliminaire 2 a donné la parole aux différentes équipes des représentants légaux des victimes. En vertu du statut de Rome, la Cour permet que les vues et préoccupations des victimes soient exposées et examinées lorsque leurs intérêts sont concernés.
Représentant 83 anciens enfants soldats participant à la procédure, Maître Dmitro Proun a décrit les difficultés auxquelles ces victimes ont fait et font encore face. La plupart des anciens enfants soldats qui participent à la présente procédure devant la Cour n'avaient qu'à peine 11 ans lorsque recrutés par les troupes des Anti-Balaka. Le plus jeune parmi eux n'avait pas encore fêté son 10e anniversaire au moment de sa conscription. Ils ont été tous obligés d'arrêter l'école. Une grande majorité d'entre eux n'a pas pu retourner sur les bancs de l'école, d'où ils avaient été arrachés. Plusieurs souffrent de blessures physiques, de troubles émotionnels et psychologiques, de coups d'agressivité difficilement contrôlables, de troubles de comportement et de sommeil, de cauchemars et de mauvais rêves, de dépression, et continuent à lutter encore aujourd'hui, tant bien que mal, contre leur addiction à la drogue et à l'alcool, leur administrée à l'époque par leur commandant. Ils sont encore très jeunes, eu égard à leur âge, puisque la plupart d'entre eux n'atteignent à ce jour que 18 ans. Mais ils ont su développer de façon précoce une maturité d'adulte, sous le poids de leur expérience, mais également parce que leur enfance leur a été volée. Ils rejettent toute autorité parentale, mais essayent désespérément de trouver une place au sein de leur famille et leur communauté. Mais à la place, ils sont dans leur majorité stigmatisés et même rejetés par leur famille et leur communauté. Ces anciens enfants soldats n'ont pas besoin d'être pardonnés pour leurs actes commis lorsqu'ils étaient au sein des troupes des Anti-Balaka, alors qu'ils avaient moins de 15 ans. Peu importe s'ils étaient recrutés par force ou volontairement, parce que le consentement d'un enfant n'est pas une excuse valide. Ils ne sont donc pas des criminels, ils sont des victimes qui ont besoin d'aide et de soutien, tout d'abord et avant tout par leur famille et leur communauté, afin de pouvoir trouver leur place dans la vie sans guerre et sans violence. Sans aide et sans soutien, ces anciens enfants soldats risquent fort de devenir une génération perdue. Au nom des autres victimes des autres crimes, différents avocats se sont exprimés. Tous ont parlé de la volonté des victimes à être reconnues en tant que telles et de leur souhait à obtenir réparation. En plus, Maître Marie-Édith Douzima-Lawson s'est aussi faite l'écho des conflits en RCA du point de vue des victimes. Au cours de mes entretiens avec ces victimes, celles-ci m'ont fait part de leurs sentiments par rapport à cette crise. Elles ne soutiennent pas du tout la version d'un conflit entre chrétiens et musulmans, mais qu'il s'agirait d'une affaire des hommes politiques qui veulent se disculper. La preuve, disent-elles, en est que nombre de victimes musulmanes ont trouvé refuge dans des églises catholiques, donc chrétiennes. Tel a été le cas à Gwen, à Bossambélé, à Yaloké, à Bossamtélé, à Bozoum, à Baoro et à Berberachi. Elles m'ont aussi fait état des conséquences de cette crise, notamment la privation de leur liberté physique et religieuse, la dispersion et la dislocation des familles, la perte de scolarité pour leurs enfants ou l'abandon des études par les enfants, la perte de tous leurs documents, le manque d'informations sur leurs proches disparus
au cours des événements, le regroupement de plusieurs familles, une dizaine à une cinquantaine, dans une même maison, la malnutrition, la perte de leur indépendance, voire la perte de leur autorité. De leur côté, chacun des suspects a été représenté par une équipe de défense. Chaque équipe a eu le droit au même temps de parole que l'accusation. Toutefois, les avocats de M. Yekatom n'ont utilisé qu'une partie du temps qui leur était attribué, requérant un huis clos partiel. En audience publique, Maître Mylène Dimitri a déclaré soumettre des arguments juridiques et factuels pour ne pas confirmer les charges contre M. Yekatom. Premièrement, l'élément des crimes de déplacement en tant que crime de guerre nécessite qu'il y ait un ordre visant à déplacer la population civile. Toutefois, aucun ordre n'a été donné par M. Yekatom visant à déplacer la population civile de Boeing EK-1 vers PK-5. Deuxièmement, M. Yekatom n'a pas donné l'ordre de réaliser un acte ou une omission qui aurait pu déboucher sur un tel déplacement. Troisièmement, et d'après ce que nous dit l'accusation, il existait des groupes anti-Balaka qui n'étaient pas sous le contrôle et le commandement de M. Yekatom et qui ont participé à l'attaque présumée du 5 décembre, brisant ainsi le lien requis, à savoir que tout mouvement de civils aurait dû être le résultat des actes de M. Yekatom. La chaîne de cause à effet a par conséquent été brisée en raison de l'implication de ces autres groupes. Les avocats de M. Nguyen Sona ont, eux, utilisé l'intégralité du temps pour démontrer que les éléments de preuves apportés par le bureau du procureur ne répondent pas, d'après eux, aux critères de recevabilité. L'avocat principal, maître Gert-Jan Knops, a même avancé que la thèse entière de l'accusation n'était pas cohérente. Et de l'avis de l'accusation, la COCORA aurait été dirigée par un dénommé Lévi Yakité, et toujours selon l'accusation, cette COCORA était sous le patronage de M. Nguyen Sona. Et c'est là que déjà on commence à s'écarter légèrement de la vérité ou de la réalité. En se concentrant uniquement sur les activités de ces deux groupes, qui répondaient, je le rappelle, à l'avancée des forces de la Seleka, l'accusation néglige totalement ses propres éléments de preuve qui montrent qu'il y avait toute une foultitude de groupes d'autodéfense auto-organisés, au moins 14 et pas seulement 2. Et tous ces groupes auto-organisés résistaient aux attaques et à la brutalité des Seleka qui, elles, s'en prenaient à la population civile. Un grand nombre de ces groupes, qui par la suite se sont réclamés du mouvement anti-Balaka, qui au départ de toute façon n'était qu'un mouvement ou quelques milices, n'était pas une milice, on prend l'interprète, eh bien, en fait, ces groupes d'autodéfense n'avaient rien à voir avec le parti de M. Bozizé, le KNK ou M. Nguyen Sona. En fait, ces groupes se sont formés de façon parfaitement spontanée et absolument pas pour le compte de qui que ce soit, comme voudrait nous le faire croire l'accusation. Un témoin d'ailleurs de l'accusation nous a bien expliqué que le mouvement anti-Balaka avait émergé en réaction à la brutalité des Seleka. Et ici, je fais référence au document CAR OTP 2059 1433 et 1444 aux lignes 397 à 402. Il s'agit d'un témoin de l'accusation. Et ce qui est étonnant quand même, c'est que l'accusation néglige complètement les propres éléments de preuve dont elle dispose sur ce sujet-là, sur l'origine du conflit, qui
C'est la seule façon de bien comprendre le conflit. Et pourquoi est-ce que l'accusation décide d'écarter tout cela? Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas en ligne avec sa théorie. La théorie de l'accusation, c'est que le mouvement anti-Balaka aurait été créé pour le compte de l'ancien président Bozizé ou pour le compte de M. Ngaïsona ou d'autres membres de ce soi-disant premier cercle. Donc l'accusation essaie de lier M. Ngaïsona à ce soi-disant premier cercle en alléguant que c'est lui qui a créé la COCORA, enfin qu'elle a été créée sous son parrainage. Mais les éléments de preuve dont utilise l'accusation n'est pas cohérente, n'est pas pertinente, n'est pas certaine à 100%. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces éléments de preuve n'atteignent absolument pas le niveau de la preuve nécessaire. Les avocats de M. Ngaïsona ont également dressé un portrait de leur client. Faisant référence au titre de ministre des Sports que M. Ngaïsona a été en RCA, Maître Serizoku a parlé de son client en ces termes. Nous pensons que l'accusation n'a pas pu et ne pourra pas établir que M. Patrice Edouard Ngaïsona ait pu avoir quelconque dessein criminel. Patrick Edouard Ngaïsona, Madame, Messieurs les juges, est habité par des valeurs morales fortes dont j'ai moi-même pu me rendre compte en Centrafrique, de la part aussi bien de ses partenaires que de ses adversaires potentiels. Il est mu, effectivement, et cela a été dit ici, par une grande générosité, et partageait presque tout ce qu'il avait, et même après que ses biens aient été détruits lors de la prise du pouvoir de la Séléka. Et cela ressort d'ailleurs de la substance des propos du témoin P 1951, qui décrivait la maison de M. Ngaïsona comme une forme d'orphelinat ou d'église où des gens entraient, sortaient, car il aidait la communauté et les habitants de Boyrab. Ils étaient toujours chez lui, en effet, autour de sa maison. Et cela, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, doit être inscrit dans une pratique culturelle. Nous disons que Patrice Edouard Ngaïsona accordait ses attentions à toutes les communautés sans discrimination. Il était ainsi régulièrement sollicité par les communautés musulmanes également pour diverses aides. Cela aussi bien avant la crise, pendant qu'après. Ainsi, nous fournissons à votre cours des références que je ne vais pas lire ici, mais ainsi, le 2 décembre 2012, il reçoit une demande d'appui financier de l'Association islamique pour la paix. C'est une référence à CAR D30 0001 0023. Le 10 mai 2017, il est encore sollicité par cette association représentative des musulmans de Bangui et de la Centrafrique, qui lui demande également à nouveau une aide dans le cadre notamment des fêtes du Ramadan. Et d'une façon plus générale, on lui demande du soutien pour les activités en faveur des musulmans. C'est la référence KD30 0001 0022. Et de multiples actions de ce genre, nous pouvons en citer comme le dernier Ramadan avant son arrestation, où il a délégué un de ses représentants, M. Dieudonné Ouangbanda, lui-même musulman, pour faire un don à la mosquée du kilomètre 5, don réceptionné par l'imam de cette grande mosquée. Après une suspension d'audience de quelques jours, la Chambre préliminaire 2 a invité les parties et participants à soumettre leurs conclusions orales le 11 octobre 2019. Présente pour l'occasion, Madame le procureur Fatou Bensouda a entrepris les déclarations finales en répétant que les attaques pour lesquelles comparaissent messieurs Yekatom et Ngaïsona participaient au conflit entre Anti-Balaka et Séléka en République centrafricaine.
La République centrafricaine, au cours des conflits armés successifs qui l'ont traversée, a été le théâtre de crimes nombreux, répétés, dont la victime, toujours, a été la population civile centrafricaine. L'impunité, en règle générale, a toujours prévalu, les victimes n'étant pas reconnues et n'étant pas indemnisées. Après que la République centrafricaine a été une nouvelle fois meurtrie à partir de 2012 par les exactions perpétrées à grande échelle par les membres de la Seleka, ainsi que par celles commises par les anti-Balaka, une soif de justice se fait jour dans le pays, de la part des victimes, mais aussi de la population civile dans son ensemble. La justice est apparue comme un vecteur indispensable de la restauration de la paix et de la réunification de la société centrafricaine. C'est dans cette optique que la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a saisi mon bureau en mai 2014 de la situation criminelle en République centrafricaine à compter du mois d'août 2012. Et c'est cette même logique qui a conduit plus tard à la création de la Cour pénale spéciale, ainsi qu'aux poursuites menées par la justice centrafricaine contre plusieurs criminels, Seleka et anti-Balaka. L'action de mon bureau est complémentaire de celle de ces juridictions nationales. Je veux être clair à l'intention de la population africaine, centrafricaine. Ce sont M. Ngaïsona et Yakatom qui sont aujourd'hui dans cette salle d'audience. Mais mon bureau travaille à la poursuite de crimes commis par les différentes parties au conflit et donc par la Seleka. The case before you is one of ethnic cleansing. L'affaire dont vous êtes saisi est une affaire de nettoyage ethnique. Après que les Seleka se soient engagés dans une campagne de terre brûlée et de terreur visant les bastions de Bozizé et de ses supporters, un contre-mouvement a commencé en RCA. Des atrocités et généralités ont poussé les gens à se défendre, à défendre leur communauté et leur famille contre la règle des Seleka. C'était aussi motivé par un désir de vengeance contre ceux qui étaient perçus comme étant les responsables des crimes des Seleka et ceux qui étaient perçus et montrés comme étant des traîtres qui étaient de leur côté. Les musulmans, qui auparavant étaient des voisins, des amis, des familles, des filles, des fils de la RCA, étaient maintenant vus comme des collaborateurs ou des étrangers. Lorsque le président Jotoja a démissionné et que la Seleka a commencé à battre en retraite, les civils musulmans dans l'ouest du pays ont été laissés pour compte. Et les anti-Balaka ne leur ont laissé aucun choix. Dans leur propre pays, il n'y avait plus un endroit sûr pour eux. Poussés par la haine, les anti-Balaka se sont lancés dans des attaques systématiques et généralisées contre des civils musulmans dans les villages, dans tout l'ouest de la RCA. Ils les ont chassés, ils les ont tués, violés, ils ont blessé les membres de la population musulmane, y compris ceux qui s'enfuyaient. Tous les musulmans de toute la RCA comprenaient bien qu'ils étaient la cible des anti-Balaka. Et pour les anti-Balaka, tout musulman était devenu une cible. En chassant la population musulmane, les anti-Balaka ont aussi pillé et détruit la plupart des mosques de l'ouest de la République centrafricaine. Des quartiers musulmans entiers ont été rasés et incendiés. Les attaques violentes des anti-Balaka ont obligé les musulmans à s'enfuir du pays ou à s'enfuir dans des pays étrangers, et ce en masse. Des milliers ont été évacués dans le cadre de convois humanitaires accompagnés par les agences des Nations Unies comme la MISCA ou la Sangaris ou par des forces tchadiennes ou d'autres. Mais même dans ce cas, les anti-Balaka attaquaient les convois protégés. D'autres. Le premier substitut du procureur, Maître Van der Poel,
a lui souligné que si le bureau du procureur continue d'enquêter sur les conflits qui se sont déroulés en République centrafricaine, afin d'identifier les nombreux responsables, il s'agit aujourd'hui de commencer à faire comparaître 2 d'entre eux. Les charges en l'espèce devraient être confirmées, car l'évaluation de ces charges ne correspond pas à un exercice. Il s'agit de réalité, de pragmatisme, et cela correspond à l'application de la raison, de l'expérience humaine et du bon sens, car cette affaire porte sur ces 2 hommes. Il s'agit de la responsabilité individuelle, il s'agit de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils n'ont pas fait. Il s'agit de savoir si leur comportement constitue des violations du statut de Rome. Cette affaire n'est pas un référendum. Ce n'est pas non plus un acte d'accusation ou l'accusation d'un camp ou de l'autre camp du conflit. Il ne s'agit pas de savoir quel camp avait raison et quel camp avait tort. Il s'agit tout simplement de savoir si Patrice Edouard Ngainsona et Alfred Yekatom sont responsables des crimes qui ont été commis dans cette situation. Les éléments de preuve indiquent qu'ils le sont et qu'ils devraient, de ce fait, accepter que justice soit faite. La justice est un processus. La justice n'est pas toujours présentée ou emballée de façon commode. Elle ne se présente pas toujours sans heurts, ou elle peut parfois prendre un certain temps. Mais les faits en l'espèce et la vérité, si l'on fait appel à la logique et à la raison, sont que nombreuses sont les personnes qui devraient être considérées comme responsables des crimes qui ont été commis en République centrafricaine. Et je voudrais être bien claire à ce sujet pour vous dire que l'enquête de la procureure dans cette situation vise et a lieu et vise tous les camps. Et c'est ainsi que le processus de la justice doit commencer quelque part, et il commence ici, maintenant. Ceci met un terme à... Tout de suite après le bureau du procureur, 3 représentants légaux des victimes ont pris la parole. Maître Dimitro Souproun, au nom des anciens enfants soldats, Maître Paulina Massida, au nom des autres victimes des autres crimes résidant en RCA, et Maître Elisabeth Rabesandratana, au nom des autres victimes des autres crimes ayant fui la RCA. Tous ont affirmé l'importance de la procédure pour apporter justice et réparations aux victimes. Maître Massida a plus particulièrement soutenu la thèse de l'accusation, identifiant messieurs Yekatom et Ngai-Sona comme responsables des préjudices subis par les victimes. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, Monsieur Yekatom et Monsieur Ngai-Sona sont soupçonnés d'avoir commis des crimes de persécution, meurtre, torture et autres actes inhumains, mutilation, traitement cruel ou dégradant, transfert forcé, déportation et déplacement forcé, attaque dirigée intentionnellement contre la population civile, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique, destruction de mosquées dans le contexte du conflit armé non international qui se déroulait en République centrafricaine durant la période couverte par le document de notification des charges, soit entre septembre 2013 et décembre 2014. M. Ngai-Sona est de plus soupçonné d'avoir commis des crimes d'extermination, viol, pillage au cours de la même période. Leurs actes s'inscrivent dans la réalisation d'un plan commun afin de prendre ou reprendre le pouvoir politique en République centrafricaine, plan mis en œuvre à travers des attaques contre la population civile, notamment des musulmans, qui, en raison de leur appartenance religieuse, nationale ou ethnique, étaient considérés comme responsables ou complices des agissements de la Séléka ou partisans de ce mouvement. Parce que, Madame, Monsieur le juge, malgré les efforts de la défense de Monsieur Ngai-Sona, de nous, de vous faire convaincre qu'aucun plan commun n'existait, les éléments de preuve versés au dossier par l'accusation démontrent qu'un tel plan avait bien été conçu
est mis en œuvre. Un plan auquel M. Ngaïsona a également contribué de manière importante, voire essentielle, malgré le fait qu'il était, dans les mots de sa défense, très occupé en raison de ses activités en tant que président de la Fédération centrafricaine de football. D'ailleurs, M. Ngaïsona avait le contrôle sur le groupe anti-Balaka, tel qu'expliqué dans le document de notification de charge au paragraphe 66 et suivant. Le portrait que la défense essaie de vous dresser d'un homme de paix dont le seul but était la réconciliation. Je cite la défense, citoyen engagé, responsable et exemplaire, ne colle pas avec les éléments de preuve présentés par l'accusation et relative à ses agissements. Les éléments de preuve présentés par l'accusation indiquent qu'une attaque généralisée et systématique a été menée à l'encontre de la population civile musulmane dans de nombreuses localités de la République centrafricaine pendant toute la période couverte par le document de notification des charges. De leur côté, les équipes de défense se sont adressées aux juges de la Chambre afin que les charges dressées à l'encontre de leurs clients ne soient pas retenues. Au nom de M. Yekatom, Maître Dimitri a expliqué que, malgré ce que l'accusation a annoncé, de nombreux éléments de preuve n'ont toujours pas été divulgués sous couvert d'enquête toujours en cours. Mr. Yekatom is charged with 8 counts. On reproche à M. Yekatom 8 chefs pour les événements qui se sont passés dans cet endroit-là en décembre 2013. Or, cette vidéo montre une image bien différente de ce que l'accusation voudrait vous faire croire qui s'est vraiment passé le 5 décembre 2013. Si la population civile a fait l'objet de tirs aveugles, si elle a été tuée, qu'il soit civil ou non, eh bien sachez que les auteurs, c'était les Séléka. Ces éléments de preuve sont essentiels de façon pour permettre à M. Yekatom de préparer sa défense. En effet, les civils que M. Yekatom est censé avoir tués auraient très bien pu être tués par les Séléka, comme vous le voyez dans la vidéo. Lorsque les Séléka lançaient une roquette ou vidaient leur chargeur, ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Ils ne s'occupaient pas de savoir si c'était une cible qui était d'une religion, un tel ou un tel. Et évidemment, sachez que vous soyez chrétien ou musulman, s'il y a une roquette qui va dans votre direction, vous allez vous enfuir. Ou bien si vous êtes sous le tir, sous le feu d'une mitraillette dans votre quartier. Et dans cet extrait, on voit bien un village entier où tous les habitants se sont enfuis. Et pourquoi? Parce que les Séléka tiraient dans tous les coins. Et pourtant, c'est M. Yekatom qui, lui, est accusé d'avoir déplacé la population, d'avoir attaqué les civils et d'avoir assassiné des civils dans cet endroit que l'on voyait justement dans cette vidéo. Un autre témoin a dit ce qui suit en ce qui concerne les commerçants qui se trouvaient au marché de Boeing le 5 décembre 2013. Ici, il s'agit des chefs 2 et 3 dans le DCC. Et je cite donc ce témoin. Les autres commerçants musulmans qui étaient aussi sur le marché ont dit que ce n'était pas une bonne idée d'aller se battre contre les anti-Balaka puisqu'ils ne nous avaient pas encore attaqués. Certains des commerçants ont accepté quand même de tuer des chrétiens et ils en ont tué 4 du côté du marché. J'ai assisté à cet incident, c'est arrivé le 5 décembre 2013, avant l'arrivée des anti-Balaka au marché de Boeing. Fin de citation. Et pourtant, là encore, l'accusation nous dit qu'au cours de cette attaque, M. Yekatom et ses éléments, attaque que M. Yekatom et ses éléments auraient dirigée, il n'y a aucune indication pour savoir si les victimes étaient des Séléka, étaient des personnes armées ou étaient des combattants. Maintenant, pour ce qui est de PK5, j'aimerais vous montrer un autre extrait, mais toujours de la même vidéo. Il s'agit d'un passage qui fait à peu près 30 secondes et qui commence à 002115. En français à nouveau, et demande à nouveau une interprétation à vue si possible. Vous allez voir à nouveau les Séléka, mais cette fois-ci à PK5, c'est-à-dire juste à côté de Boeing et juste à côté de Qatar.
Et regardez bien comment il tire sur un civil non armé qui est ligoté et qui est au sol. On a déjà fini avec eux. Ils ont déjà fui. Dans le quartier musulman de PK5, la population salue les miliciens victorieux. Un coup de feu, quasiment sous nos yeux, un milicien a tiré sur un homme ligoté à terre. This is the tip of the iceberg. Et ce n'est que le sommet de l'iceberg. Si l'accusation avait été obligée de nous donner tout ce qu'il savait à propos des Seleka, eh bien, on aurait pu vous montrer plus de documents de ce genre. Or, on ne vous a montré que des éléments non filtrés. Rappelez-vous, étant soi-disant pour protéger l'enquête sur les Seleka, nous n'avons pas eu droit à la moindre information sur les Seleka, justement. Or, Monsieur Yekatom est en prison depuis presque 1 an, alors que les Seleka, malgré tous les éléments de preuve soi-disant rassemblés par l'accusation, ils sont encore libres de se promener. Et pourquoi? Parce que l'accusation ne les a pas arrêtés. Et si l'accusation n'avait pas essayé de protéger l'enquête sur les Seleka et avait communiqué les éléments de preuve dont ils disposaient sur les Seleka à la défense sans expurgation, vous auriez pu entendre la défense sur le fond même des affaires, des crimes dont les suspects sont accusés, et cette audience de confirmation serait été bien différente. Donc, certes, la défense n'a pas pu examiner de façon critique les éléments de preuve de l'accusation, mais nous avons présenté ce qui, d'après nous, sont des éléments factuels et légaux nécessaires pour vous aider dans vos délibérations. Et les arguments de la défense ne peuvent vous amener, mesdames, messieurs les juges, qu'à une seule conclusion. Il n'y a pas de motif substantiel de croire que M. Yekatom est pénalement responsable des charges qui pèsent sur lui. Et la Chambre se doit de rejeter tous les chefs. Je vous remercie. Pour M. Patrice Edouard Ngaï-Sona, Maître Knops a également interpellé la Chambre sur ce que le bureau du procureur a dit avoir comme élément de preuve. Il a, entre autres, critiqué la méthodologie adoptée par l'accusation pour démontrer la culpabilité présumée de son client. So indeed, to quote the LRV Pour citer la représentation légale des victimes, notre équipe de la défense sait pertinemment que nous nous trouvons dans un tribunal. Personne ici ne doit nous rappeler que nous nous trouvons dans une cour, dans un tribunal, et qu'il ne s'agit pas d'un match de football. Lorsque nous disons que M. Ngaï-Sona était occupé par ces affaires de la FIFA, nous le disons, mais c'est un argument que le procureur ne peut pas retenir contre M. Ngaï-Sona, parce qu'il faut prendre en considération la totalité des éléments de preuve, comme vous l'avez vu sur le tableau. Nous savons pertinemment que nous nous trouvons dans une cour et nous avons utilisé tout simplement les documents de l'accusation, ce qui m'amène à vous présenter ma conclusion. Cette accusation essaye d'engager la responsabilité pénale de M. Ngaï-Sona. M. Ngaï-Sona qui a accepté un rôle fondamental dans les efforts de paix et de réconciliation en République centrafricaine et qui a expliqué lors de plusieurs entretiens que la paix dans son pays pourrait revenir seulement s'il y avait un dialogue véritable et sérieux avec le gouvernement. Document CAR OTP 2001 48 18 à la page 41-89. Contrairement à l'interprétation apportée par l'accusation, à l'interprétation de cet entretien apporté par l'accusation, à savoir que cela démontre le soi-disant actus reus de la part de M. Ngaï-Sona, et c'est ce qu'avance l'accusation, une lecture en bonne et due forme et juste de ces entretiens démontre que M. Ngaï-Sona avait répondu que, en ce qui le concernait,
la solution pour la paix et la réconciliation était du ressort des anti-Balaka et du gouvernement. Voilà ce qu'il a indiqué. Et il n'a pas admis ainsi sa culpabilité. Il n'a pas admis qu'il était tout à fait capable d'influencer de façon considérable les actions des groupes anti-Balaka, encore moins une admission qu'il a apporté une contribution essentielle aux crimes qui lui sont reprochés, comme l'a indiqué l'accusation. Je sais, Monsieur le Président, qu'il ne me reste qu'une minute, mais j'en suis vraiment à la toute fin de mon intervention. Alors, si l'on essaie d'imposer une responsabilité pénale sur la base d'une telle méthodologie, cette méthodologie revient à imposer une culpabilité par association de la part de M. Ngaï-Sona. Mais très malheureusement pour l'accusation, cette notion a été abandonnée depuis très longtemps dans le droit pénal international. L'accusation nous a dit à la page 14, ligne 14, que chaque commandant de zone avait son propre plan opérationnel. Et comment? Je vous le demande. Dans une cour, est-ce que nous pouvons avoir des plans communs opérationnels, à savoir qui représentent 80 groupes qui auraient tous eu des liens avec M. Ngaï-Sona sur la base d'un soi-disant plan stratégique commun. En conséquence, la Chambre ne peut pas accepter que tous les crimes qui ont été commis en RCA pendant la période indiquée doivent être attribués à M. Ngaï-Sona, tout simplement parce qu'il avait cette position de coordonnateur de paix et qu'il était en contact avec les commandants de zone dans le contexte du programme DDR. Le contrôle par rapport à la théorie du crime d'un côté et le contrôle par rapport au processus de DDR de la part de M. Ngaï-Sona doivent absolument être séparés, comme la défense vient de vous le prouver. Nous venons de prouver que ces concepts doivent absolument être considérés de façon séparée par cette Chambre. Et si la Chambre accepte qu'il y a séparation, la seule conclusion possible consiste à ne pas confirmer les charges. Je vous remercie. En fin d'audience, la Chambre préliminaire 2 a remercié les parties et participants à l'affaire et a informé le public qu'elle rendra sa décision motivée sur la tenue ou non d'un procès à l'encontre de M. Yekatom et M. Ngaï-Sona dans un délai de 60 jours.